1, 2, je sais pas pourquoi j'ai pas de micro. Ah là, vous devriez m'entendre maintenant. Pourquoi il m'a pas déclenché mon micro? Bon, désolé pour le contretemps, je sais pas, j'ai problème d'initialisation de mon micro visiblement. Ok, bon, on est reparti. Bon, j'ai juste fait une introduction sur Arserve, notre résilience en tant que société, et justement, je parlais de la résilience aussi chez vous, de vos systèmes, de la continuité que vous devez assurer, bien sûr, par rapport à vos métiers. Mais on parle de résilience parce que d'un autre côté, vous, alors peut-être pas tous, mais je sais que parmi vous, il y en a qui ont pu subir des attaques. C'est vraiment l'actualité là, ces dernières années, on va dire, des attaques ransomware typiquement. Et voilà, après j'ai évoqué avec le fait que nous-mêmes, on était des cibles des attaques cyber qui, pour être efficaces, vont commencer par essayer de mettre à mal les solutions de sauvegarde avant d'aller s'attaquer aux données de production pour faire en sorte qu'en gros, les gens soient un peu obligés de payer des rançons, puisque de toute façon, s'ils n'ont plus de sauvegarde, ils ne pourront pas récupérer quoi que ce soit, donc ils sont coincés. Donc, charge à nous de travailler avec vous et de renforcer les solutions de protection. Donc, je disais que ça passe par de la mise en place de cybersécurité, avec notamment une association qu'on a avec Sophos, qui est un éditeur assez connu quand même de cybersécu, et qui est notamment assez spécialisé dans un outil, un EDR, comme on dit, qu'on met sur les machines, qui fait de l'analyse comportementale, qui en tout cas va regarder les comportements sur des fichiers de type Arserve, ou enfin tout ce qui se trouve sur un serveur de toute façon, et prévenir des tentatives de modification. Parce qu'évidemment, si on nous casse nos fichiers, ça peut faire du mal évidemment aux entrepôts de sauvegarde. Donc ça, c'est la couche amont, c'est la première ligne de défense. Voilà, c'est pas la panacée, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'est quand même d'avoir un certain nombre d'outils. Il n'y a pas le produit qui est qui est inattaquable et invulnérable contre les attaques. Donc, on va essayer de multiplier un petit peu les moyens de se protéger contre ça nous-mêmes. Donc là, on est sur Arserve UDP, on est là pour protéger vos systèmes, pour les dupliquer. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le système de sauvegarde lui-même doit être très, très sécurisé de plus en plus. Donc le système, j'ai évoqué au début, bon, l'idée de la 9, c'était d'être à peu près à jour. Que dans cette version 9, il y avait un certain nombre de choses nouvelles, mais il n'y avait pas une différence majeure dans la manière de backuper les sources virtuelles, physiques, tout ce que prend le produit. Par contre, se mettre à jour, c'est aussi peut-être combler certaines failles, introduire la notion de multifacteur, alors qu'on avait déjà dans la version 8, hein, ce n'est pas une nouveauté ça, mais depuis la version 8, on passe par ça, et je pense que la plupart de vos solutions aujourd'hui doivent se mettre en mode multifacteur. Alors c'est contraignant, il faut valider les codes, etc., par email, par téléphone. Mais un des moyens que les attaques cyber ont de faire du mal, c'est d'usurper les identités et d'aller accéder aux consoles, soit des produits de backup, ou voire même carrément des environnements de stockage. Une solution qui est capable d'attaquer un NAS, de rentrer dedans, etc., ou de même une baie de stockage, peut faire énormément de mal. Donc, il faut renforcer les accès au système, bien sûr. Ça passe par le MFA. Bon, voilà, il y a différents éléments qui sont à mettre en place de ce côté-là. Et puis, à droite, en jaune, il y a l'architecture de sauvegarde que vous mettez en place, où des fois, les architectures ne sont pas si renforcées que ça. L'idée, c'est principalement de respecter une bonne pratique qu'on appelle la règle des 3-2-1, et qui, ces dernières années, il y a un an et demi, on a passé en mode 3-2-1-1, qui est un mode sur lequel je vais suivre pour renforcer encore un peu plus l'architecture de ces sauvegardes. Donc voilà, un ensemble de bonnes pratiques et de mise à jour et d'éléments qui font que, bon, même si la solution 100% sécure, je ne sais pas si elle peut exister, mais bon, vous pouvez vous approcher de quelque chose quand même qui va être très, très fiable et aussi résilient, puisque c'est le mot qu'on peut considérer derrière tout ça.
Donc en 3-2-1, le principe de base, hein, qui n'est pas nouveau, la 3-2-1 de base, c'est des choses qui existent, pas que chez Arcem, hein, c'est tout le monde qui applique ça, enfin qui propose ça de manière générale. On peut parler de standard de l'industrie. C'est que vous ayez au moins 3 copies de vos données, 2 de sauvegarde. D'accord. Donc, dans les 3, il y a votre production à gauche, hein, votre activité, vos serveurs, vos machines physiques, virtuelles, etc. Mais tout ça, il faut en avoir au moins 2 copies. Alors, il y en a qui pourraient dire, bah, moi, je voudrais bien en avoir encore 3, 4, etc. Mais bon, les doubles copies, c'est déjà pas mal. En avoir plus, ça peut être bien, mais ce n'est pas non plus la panacée, parce que ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y en ait une qui soit ailleurs. D'accord. Donc, on va mettre, comme disent les Anglais, du air gap, de l'espace. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces attaques cyber. Bon, peut-être que l'entrepôt, les endroits où vous déposez vos backups ou même vos sources peuvent subir, avant c'était vraiment le sujet, on disait ça peut subir un sinistre, du feu, de l'inondation, je ne sais pas moi, des catastrophes un petit peu qui vont casser les environnements. Bon, là maintenant, on est plus dans des attaques cyber. Mais bon, géographiquement, c'est quand même pas mal d'externaliser au moins une copie de ces sauvegardes. D'accord. Donc ça, c'est la chose classique en 3-2-1. 3 copies de ces données, 2 de backup, dont on rajoute souvent sur 2 supports différents. Pas forcément les mêmes typologies de disques, ou ça peut être la bande. Il y a plein de supports aujourd'hui où vous pouvez déposer vos backups. Et dont une à l'extérieur. Ça, c'est renforcé aujourd'hui avec un dernier petit 1 que vous voyez, qui suggère que la dernière copie de sauvegarde, certes, qui peut être à l'extérieur, mais ça se trouve, cette copie-là, ou les X copies que vous feriez, elles peuvent être à l'extérieur. Si tout ça s'est relié en réseau, une des caractéristiques des attaques un petit peu violentes, c'est qu'elles vont se propager. Donc évidemment, si une attaque part d'un point et qu'au niveau réseau, elle peut trouver des portes pour se propager vers la première copie de sauvegarde, puis vers la deuxième, et pourquoi pas les X copies, bah voilà, vous aurez beau faire plein de copies, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, et ça, c'est des choses qui sont arrivées réellement, c'est-à-dire que les gens avaient plusieurs copies, y compris moi, des fois, j'ai vu des cas où la dernière copie, la deuxième, était dans du cloud. Mais bon, les gens avaient mis une machine dans un environnement cloud, mais ils avaient mis un réseau, je dirais, comme s'ils étaient dans le réseau de l'entreprise. Donc, la propagation, elle a pu aller dans le cloud. Donc, le cloud, c'est très bien parce que ça externalise, ça se met dans des data centers très sécures au niveau feu, inondation, et géographiquement, c'est éloigné. Mais bon, si au niveau réseau, on n'est pas hyper précautionneux, une attaque peut se propager et aller y compris sur sur du cloud. Et je parle typiquement les clouds publics, voilà, peuvent aussi faire l'objet d'être atteints par une attaque. Donc, se voir ajouter un dernier 1 là plus récemment, où on dit il faut que cette dernière copie elle soit aussi, alors soit hors site, enfin soit offline, pardon, hors site on l'a dit, soit complètement déconnectée. D'accord. Donc ça, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut carrément débrancher l'environnement qui héberge la copie. Donc, on ne s'amuse pas forcément à vouloir débrancher, rebrancher les machines, mais bon, il y en a qui pourraient aller jusque-là. Mais bon, le jour où vous avez besoin que les sauvegardes se refassent, donc quasiment tous les jours en général, il faut bien rebrancher l'environnement pour que les copies se mettent à jour. Donc, c'est assez contraignant. Alors, un des environnements qui peut être, lui, offline de manière naturelle, c'est la bande. Alors, je dis de manière naturelle, encore faut-il les sortir des lecteurs et des robots. Mais une bande, une fois qu'elle a été écrite, voilà, on peut la mettre complètement ailleurs. Et là, elle est complètement déconnectée. Et voilà, c'est un média qui a vocation à être externalisé, manipulé sans trop de problèmes. Mais ça aussi, la bande, voilà, a ses contraintes. Beaucoup d'entreprises ont pu lâcher la bande depuis quelques années. Je ne dis pas que les entreprises y reviennent massivement, mais voilà, on a des clients qui de plus en plus se posent la question de soit pas la laisser tomber parce qu'ils étaient en train d'y penser et de se dire bon, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, soit carrément de réinvestir là-dedans. Donc, ce n'est pas la majorité, mais bon, le contexte fait que ce n'est pas idiot. Et nous, on vient de là, hein, à Arcerve, c'est historiquement, les gens ne sauvegardaient que sur bande d'ailleurs.
Et puis après, se sont mis à sauvegarder sur disque, et puis à payer sur bande, puis après que sur disque. Bon. Donc là, bon, petit retour de la bande, on va dire. Et sinon, l'autre caractéristique qu'on va demander à ce dernier 1, c'est de l'immuabilité. Donc, c'est de dire que quand on va écrire sur cette dernière copie, qui on pourrait qualifier de copie de la dernière chance, eh bien, on va faire en sorte que les disques, le stockage qui est hébergé sur certains types de stockage, alors ce n'est pas tous les stockages qui proposent ça, il s'avère qu'on en a chez Airserve à travers un boîtier de stockage qu'on appelle OneSafe. Donc, il y a toute une gamme de stockage chez nous qui propose de l'immuabilité, à savoir que quand vous écrivez quelque chose là-dessus, que ce soit du backup d'ailleurs ou même des dépôts de fichiers quelconques, hein, ça s'accède en partage, donc ça fonctionne comme des NAS classiques. Eh bien, on va garantir, je dirais, une immuabilité des données stockées dessus parce qu'on va travailler en mode objet et il y a une notion de verrouillage possible et de garantie, en fait, quasiment, de pouvoir retrouver ces données même si on s'est fait hacker, encrypter son premier niveau de stockage sur les partages. Donc ça, c'est un sujet à part entière. Ça nous arrive de faire des webinaires là-dessus. Donc j'en ai fait, peut-être qu'on y reviendra. N'hésitez pas à revenir vers nous si c'est un domaine qui vous intéresse, du stockage immuable. Donc voilà, en mettant un petit peu tous ces outils en place et surtout cette architecture qui est assez facilitée, je dirais, avec UDP parce que c'est bien de dire je fais des copies à droite et à gauche de mes données. Encore faut-il s'affranchir des contraintes de réseau, du trafic généré, des bandes passantes, etc. Donc tout ça, bon, c'est un peu le job de UDP, qui a une architecture, je dirais, qui à la base est pensée pour ça. Donc là, je vais rapidement sur on ne va pas rentrer dans les détails des fonctionnalités, on va aller voir les nouveautés, ça, principalement. Donc UDP qui a vocation à prendre des environnements divers et variés, mais je dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu comme tout le monde le fait, c'est-à-dire que la technologie de sauvegarde aujourd'hui, elle est sous forme de clichés. On parle de snapshot de disque, snapshot de machine. Ça travaille en mode bloc. Ça récupère des blocs de volume. Ça travaille en mode incrémental. Nous, on va parler d'incrémental infini. Donc, vous avez une première complète des environnements suivie de n incrémental. Ça, j'ai envie de dire, la plupart des produits du marché aujourd'hui travaillent comme ça. C'est un petit peu fini le temps où on avait un serveur qui se connectait à des agents et qui allait collecter tous les fichiers les uns derrière les autres. Là, voilà, c'est photo des machines, des volumes, mode bloc traité et envoyé par UDP. Donc ça, on couvre de manière très très large la plupart des environnements. Peut-être tous les produits n'ont pas la même couverture. Nous, on va aller même en agent, sans agent faire du Nutanix. Voilà, on a plein de validations sur des OS que peut-être tout le monde ne supporte pas. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont beaucoup recentrées sur la Virtu avec soit VMware, soit Hyper-V, soit du Windows, soit du Linux. Donc voilà, c'est fini. Je disais tout à l'heure, on voit de moins en moins ou quasiment plus de Linux, des plateformes AX, HP, Sun, comme on pouvait en voir avant. Alors, plateforme qu'on peut traiter encore d'ailleurs, hein, on a gardé notre solution historique Arserve Backup qui permettrait au cas où d'aller chercher ce type d'environnement. Alors, UDP, à un moment donné, il s'est étendu à aller chercher du Office 365. Ça continue avec UDP 9. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'on préconise le plus aujourd'hui. Si vous avez des données sur des sites SharePoint, sur de la boîte aux lettres, du OneDrive, du Teams, UDP peut faire des choses, donc ramenez ça chez vous. Mais déjà, l'idée d'aller chercher des données cloud et de les ramener en premise sur site, pas forcément le truc le plus idéal puisque ça utilise forcément votre bande passante Internet. Même si on reste dans les principes alors on n'en parle pas de clichés, on ne va pas nous aller chez Exchange et chez Microsoft faire des clichés de leur base. On va travailler avec des API, mais quand même après on traite les données en incrémental bloc, d'accord. Mais voilà, il y a un trafic qui est forcément via les liaisons Internet. Donc on va peut-être aujourd'hui aller plutôt sur des solutions qui font l'objet, enfin une solution en particulier chez nous qui s'appelle SaaS Backup, qui fait l'objet de webinaires aussi. C'est vraiment un sujet assez chaud en ce moment. La protection des environnements SaaS 365, mais pas que, ça peut être Google, Workspace, ça peut être Salesforce, Dynamics, Power BI,
plein de choses comme ça. Et là, tout ça, c'est des environnements qui méritent d'être plutôt sauvegardés vers du cloud. Donc, on parle de backup cloud to cloud, avec des interfaces développées pour ça. Voilà. UDP propose des choses. C'est assez pratique parce que des fois, pour les gens qui ont des appliances, voilà, ils n'ont même pas à rajouter des licences, des choses comme ça. Maintenant, pour une utilisation un peu plus précise et des besoins plus complets sur 365 ou autres, on parlera de SaaS Backup. Et là encore, on fait des webinaires réguliers et on va continuer à en faire parce que c'est le sujet aussi important du moment. Alors, comme je disais, bon, la plupart des produits fonctionnent de la même manière pour aller chercher les données. Ça, bon, dans UDP 9, il n'y a rien de très révolutionnaire. Je ne sais pas si le micro était ouvert quand je l'ai évoqué, mais là où c'est intéressant, important à noter, c'est que techniquement, il n'y a pas de grosses nouveautés. Par contre, aller vers UDP 9, c'est supporter des environnements plus récents, parce qu'évidemment, Microsoft sort des nouvelles versions régulièrement. VMware, là, on en arrive à la version 8. Si vous voulez faire du VMware 8, il faut être en UDP 9. On supportait déjà, je crois, avant Windows 2022. Je crois que c'est validé, testé peut-être complètement avec la UDP 9. Voilà, en Linux, pareil, des distributions plus récentes prises en charge par UDP 9, etc. etc. Donc, c'est toujours aussi un des arguments pour passer ces mises à jour. Après, bon, on supporte encore UDP 8, qui est la version précédente, et aussi même la version 7, qui a encore une année en gros devant elle. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont encore en version 7, bon, il n'y a pas le feu pour mettre à jour, mais ça peut être pas mal d'y penser. Donc, à la source, OK, à peu près standard pour tout le monde. À l'arrivée, par contre, la manière dont on va gérer le dépôt des backups sur du stockage, puisqu'à un moment donné, il faut bien déposer les backups quelque part. En général, on va commencer par du disque. Après, on a évoqué qu'on pouvait aller sur du stockage immuable. Donc, tout ça, on va pouvoir le faire. UDP va être très bon pour tout ce qui est optimisation du stockage hébergé sur des disques locaux, sur des baies. Sur nos appliances, pourquoi pas, à travers un rôle qui s'appelle RPS, qui gère l'optimisation du stockage avec des fonctions de déduplication et de compression. Là-dessus, pas de nouveautés fondamentales sur les optimisations, mais des petites subtilités pour aider à récupérer de l'espace, des fois, pour remettre à zéro certains compteurs, certaines rétentions. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. UDP continue de répliquer et de savoir répliquer les données entre différents entrepôts, parce qu'évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, règle des 3-2-1 ou 3-2-1, il faut être capable de envoyer ses backups ailleurs. Et quand c'est quelques gigas, très facile, mais quand il faut traiter ça sur des terras, dizaines de terras, bah là, il faut quand même faire attention un petit peu à l'optimisation et au réseau qu'on a. Bon, UDP s'en sort particulièrement bien puisque grâce à la déduplication et au taux de réduction qu'on peut apporter au stockage après sauvegarde, bon, bah, ça fait d'autant moins de données à envoyer sur les réseaux si on veut faire une copie ailleurs, sachant qu'on est encore sur une base d'incrémental infini qu'on va réduire en plus après avec des dupes et compression. Pendant qu'on est sur le schéma, là, une nouveauté de la 9, j'y reviendrai, je pense, rapidement, c'est qui est quand même une nouveauté assez importante, assez intéressante. On va essayer de l'évaluer aussi, là, nous, de manière un peu plus concrète aussi, sur le fait que derrière un RPS, derrière un entrepôt de backup, on met du disque en général, si possible, local. Pour avoir de la déduplication efficace, il faut quand même des disques et une architecture RAID qui tiennent la route. D'accord. Par contre, pour la copie de sauvegarde, j'ai dit qu'on pouvait envoyer ça sur du stockage immuable. Ça, c'est nos boîtiers OneSafe que vous pouvez mettre chez vous ou n'importe quel autre constructeur qui vous propose du stockage. On peut proposer de rattacher maintenant avec la 9, derrière un service RPS, donc qui gère l'optimisation des dupliqués, non pas des disques locaux, mais du stockage de type S3. Donc, le stockage de type S3, c'est alors des choses qu'on peut avoir sur site, mais quand on pense S3, on pense souvent Amazon S3, AWS S3, qui est du stockage en ligne, chez Amazon en l'occurrence, mais pas que. S3, c'est un format qui est quasiment devient un peu un standard. Et vous avez différentes sociétés, d'ailleurs, voilà, ça correspond à ça,
comme Wasabi ou d'autres qui proposent d'héberger pour vous de la donnée dans leur data center, bien sûr. Alors que ce soit Amazon, Wasabi, on peut en avoir en France. Donc ça, c'est pas mal. L'intérêt, c'est qu'on va nous pouvoir envoyer nos copies de sauvegarde en mode dédupliqué, en mode optimisé là-dedans. Là où avant, d'ailleurs, ce dessin, là, le trait, là, avant, ça fait pas mal de versions qu'UDP sait envoyer de la donnée sur du S3, ou du stockage objet, d'ailleurs, peu importe, mais en mode export, en mode réhydratation de données. C'était vraiment on renvoyait des copies complètes des backups. Là, aujourd'hui, avec UDP 9, en travaillant derrière un RPS, on peut envoyer des copies incrémentales en mode bloc. Et donc, on va pouvoir quand même économiser énormément la bande passante grâce à ça. Donc voilà, ça c'est une des fonctionnalités voilà, qui nécessite un peu de travail, qui suit un peu le fait qu'à un moment donné, depuis UDP7, si je ne me trompe pas, on vous propose aussi d'héberger les copies de vos backups chez Amazon. Là, pour le coup, on a une offre qui s'appelle Cloud Hybrid, dans lequel on met, alors là c'est un petit peu différent parce que là les RPS, on les mettait carrément chez Amazon et on faisait en sorte que vous pouviez mettre en place une réplique entre un entrepôt de backup chez vous et un entrepôt de backup installé chez Amazon par Airserve. Là, maintenant, on peut dire qu'on peut se passer d'installer quoi que ce soit et de devoir payer une machine chez le fournisseur cloud, puisqu'on va rattacher du stockage S3 directement à un RPS sur site. Donc ça, c'est pas mal avec la 9, on y reviendra. Les possibilités de restauration restent plutôt classiques. On verra les différents points, même si on ne rentrera pas dans le détail. Ce qui a été renforcé, c'est notamment la granularité de récupération pour les bases SQL, et alors principalement pour SQL d'ailleurs. Ce qui a été aussi rajouté, c'est du support pour Oracle. Mais voilà, c'est vraiment dans la partie SQL que les choses ont été bien avancées, avec en gros toutes les options que les gens qui utilisent les outils SQL de sauvegarde connaissent. J'y reviendrai un tout petit peu. Dans l'architecture UDP, il y a cette possibilité de partir d'un backup, donc image d'une machine source, peu importe d'où elle vient la machine, et de transformer ce backup en machine bis, on va dire, clone, virtuelle, ou cloud d'ailleurs. Et UDP sait convertir au fil des sauvegardes, les nouvelles sauvegardes en machines virtuelles, qui sont mises à jour au fil des sauvegardes d'ailleurs, incrémentales. Et donc voilà, on peut générer quelque part des environnements, donc, comme le nom l'indique, là en stand-by, pour des cas de PRA par exemple, ou à des fins de test. Donc deux manières de traiter les backups et d'en faire des machines virtuelles clones, soit en stand-by de manière programmée, la machine elle est en place et c'est vraiment un clone de la prod, mais transformé en VM, soit en mode instantané, avec donc Instant VM, qui à la demande propose de booter sur du backup. Donc de dire, bah voilà, j'ai les disques pris d'une machine VMware, Hyper-V ou même un serveur physique. À tout moment, je peux demander à UDP de créer une VM dans un hyperviseur qui peut être différent de la source, qui peut être Hyper-V, VMware, même si la source est physique ou autre. Et donc de booter sur les disques qui ont été sauvegardés sur la VM que UDP créera pour vous. Vous aurez défini la mémoire, le réseau, etc. Et il pourra démarrer dessus. C'est même une fonction d'ailleurs qu'on utilise pour tester et valider les sauvegardes. Donc capacité de booter carrément sur les disques qui sont montés dans UDP. Bon, historiquement, on avait intégré les agents de réplication. On a une techno de réplication temps réel en mode asynchrone chez Airserve depuis longtemps. Bon, rien de très nouveau là-dessus. C'est possible que ça bouge dans les mois qui viennent. Continuous Availability, là, on n'est plus dans la sauvegarde. On est dans la synchro de dossier, voire même la synchro de machine complète. Avec ça, je peux prendre une machine entière, un Windows, un Linux, et en faire un clone virtuel, un peu comme dans l'idée que je viens évoquer d'ailleurs de Standby et d'Instant VM, sauf que là, c'est sur la base de backup, alors qu'avec Continuous Availability, c'est sur la base de réplication temps réel. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui bouge sur une machine source, hop, j'ai son clone qui est à jour.
Évidemment, avec ça, on parle de PCA, de continuité d'activité. Mais donc, c'est carrément un autre sujet. Alors, tout ce qu'on vient de voir, on le retrouve dans des appliances aussi. La série actuelle, c'est la 3e du nom, série 9000. Donc, exactement la même architecture qu'on vient de voir. L'intérêt, c'est que toute la solution UDP, le stockage, y compris avec les disques qui vont bien, se retrouve dans un boîtier comme ça. C'est préinstallé, c'est prêt à l'emploi. En termes de licence, ça a un côté intéressant parce que les licences sont intégrées. Et en gros, vous pouvez backuper tout ce que UDP peut backuper en source. On va le prendre, on n'a pas besoin de compter les machines. On va estimer les terras sources à backuper et on va faire en sorte que le modèle va pouvoir prendre ça en charge. Et tant que ça rentre, j'ai envie de dire, vous backupez tout ce que vous voulez, y compris du 365 d'ailleurs. Même si j'ai dit que c'était pas mal plutôt d'aller vers une solution cloud-to-cloud. Les appliances aujourd'hui, quand elles arrivent, elles sont encore en UDP 8. Aucun souci pour vous mettiez à jour vos UDP appliances en version 9, puisque vous êtes sous maintenance. Que ce soit les appliances, alors idéalement 9000, mais même la gamme précédente, 8000, peut être mise à jour en UDP 9, à ma connaissance. Attention si vous avez des versions qui tournent sur du 2012. Bon, UDP 9 supporte 2012 R2, à vérifier s'il y a des petites subtilités là-dessus quand même. Il peut y avoir des subtilités sur la version de SQL aussi. Je disais qu'à un moment donné, c'est important de mettre à jour ces environnements, notamment par rapport à la sécurité. Il s'avère que des produits comme Arserve, il n'y a pas que nous, hein, mais souvent on s'appuie sur des frameworks tiers. Il y a la partie SQL, il peut y avoir du Java, il peut y avoir un certain nombre de choses. Donc c'est important évidemment que tout ce qui tourne autour de l'Arserve soit aussi à jour. Pas que Arserve dans l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est les efforts qu'on fait. Les appliances 9000 vont arriver en version 9 là dans les semaines qui viennent, je pense. Elles seront livrées de base en version 9. Mais bon, c'est le temps qu'on déploie et que l'intégrateur nous prépare les machines là-dessus. Et ça c'est. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas. Alors ce sera sur du Windows 9 avec pardon, UDP 9 sur du Windows 2022. Bon, voilà. Après, pas de souci pour continuer à travailler avec vos versions actuelles et mettre à jour si vous le souhaitez. Les appliances, attention, dans la règle des 3-2-1, on ne va pas oublier qu'il faut avoir une copie supplémentaire, soit sur une autre appliance, soit en copie bande, soit en copie cloud, soit en copie sur du OneSafe stockage immuable. D'accord? Donc ça reste toujours valable, appliance ou pas. La gamme, vite fait, on peut faire des fois des webinaires consacrés qu'aux appliances. Voilà, ça s'étend de 4 Tera utiles à 168, voire un péta quand on est sur une série X, où là, le boîtier, on lui met des tiroirs en plus. Donc voilà, UDP aussi cette capacité d'être assez évolutif et d'aller sur des grosses capacités. Voilà, bon, d'autres détails, revenez vers nous si vous souhaitez en savoir plus sur les appliances. Passons en revue un petit peu les petites choses de IDP 9. Alors, sans trop rentrer dans le détail, vous pourrez récupérer la présentation par ailleurs. Alors, point important quand même, pour ne pas être perdu, si jamais vous voulez tester, vous descendez une version d'évaluation UDP, une des questions qui vous sera posée, c'est si vous voulez utiliser la console classique sur site ou la nouvelle console cloud. Donc, une des nouveautés de UDP, c'est que vous pouvez vous passer d'installer la console chez vous. D'accord. Vous installez quand même les composants qui font la sauvegarde chez vous, puisque l'idée, c'est de gérer vos sauvegardes. Avec le rôle RPS, là, qui gère le stockage chez vous, et peut-être des agents qui vont servir à aller chercher les données de vos machines. Par contre, la partie gestion, on vous la propose en mode SaaS, sur une infrastructure qui est gérée par Arserve, qui est installée par Arserve, à laquelle vous vous connectez, qui travaille en multi-tenant. Voilà, vous pouvez même déclarer des sites, faire un certain nombre de choses. Et voilà, ça c'est un développement qui a été fait, qui intéresse peut-être plus à terme avec le multi-tenant des fournisseurs de services, ce qu'on appelle des MSP, donc des partenaires tiers, qui vont s'occuper de la sauvegarde pour vous. On peut imaginer qu'il y a des partenaires
prennent ça en charge et que du coup, bah, voilà, ce sera plus simple pour eux de travailler avec une console cloud pour gérer différents clients plutôt que d'avoir à se connecter chez vous à chaque fois pour gérer vos sauvegardes. Donc ça, c'est voilà, une démarche vers laquelle on va. Pour le moment, vous la connaissez déjà sur les outils de sécurité. On a pas mal d'outils de sécurité, comme Sophos, par exemple, les antivirus, les choses comme ça, dont la gestion, d'ailleurs, les stratégies, les paramètres, se font depuis une console cloud. Donc ça, bon, pour les produits de backup, c'est moins courant, mais on y va avec UDP à partir de la 9. Donc, c'est-à-dire que vous avez deux consoles aujourd'hui, donc la classique et la nouvelle console cloud qui est en place. On aura peut-être le temps de jeter un œil. Donc bon, après, évidemment, qui dit console cloud dit attention à la sécurité. Donc on travaille avec Okta pour la gestion des identifications. Il y a du MFA derrière, évidemment. Ça, évidemment, c'est pas parce qu'on se met sur Internet que c'est la porte ouverte à tout. Bon, il y a des améliorations sur quelques rapports. La présentation est assez différente, vous la verrez pour ceux qui connaissent la console classique. Là, on n'est plus du tout sur le même esprit. La console cloud UDP, alors il n'y a pas beaucoup en France qui avait déjà vu en fait d'où elle vient, mais elle vient d'une solution qu'on a depuis quelques années qui s'appelle Cloud Direct et qui propose du backup dans le cloud directement d'ailleurs, sans passer par du stockage local. Mais bon, il s'avère que Cloud Direct envoie ses backups sur des data centers en dehors de l'Europe, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas un produit qu'on rencontre plus que ça ici. Mais il avait déjà cette console cloud qui a été revue et remis à jour et qui intègre du coup maintenant aussi UDP. Alors, on va accélérer un petit peu. Ça, je l'ai dit, stockage objet, Amazon S3, Wasabi, ou alors là, voilà, il y a les trois compatibles S3 qu'on supporte aujourd'hui officiellement. Je pense que tout ce qui est format S3 peut être appliqué là-dessus. À savoir que voilà, vos backups, derrière le RPS, vous déclarez un entrepôt de backup, mais les données sont rattachées à du S3 à l'extérieur dans du cloud. Évidemment, vos backups passent par l'Internet pour aller là-bas. Mais c'est incrémental, c'est dédupliqué. Donc ça, c'est aussi une innovation assez intéressante. Voilà, pour mettre votre dernière copie de sauvegarde, ça peut être pas mal de l'externaliser vers ça. Bon, la console derrière, on peut expliquer qu'on travaille avec des API REST, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Là, il y a une image qui vous donne une petite idée. On va essayer de s'y connecter, voilà, les multi-sites, etc. Alors, il y a une version cloud. Si vous vous lancez dans l'essai de UDP Cloud, à un moment donné, il va falloir créer un compte Okta pour que vous gérez l'authentification. Et ce compte, il y a aussi deux possibilités. Soit la vocation est un compte type MSP, d'accord, donc une espèce de super admin qui gère une console qui va gérer différentes entités, différents tenants, comme s'il gérait différents clients. Pour une organisation simple qui elle-même continue à gérer ses sauvegardes, mais qui est quand même suffisamment grande pour avoir plusieurs sites, plusieurs sous-organisations, là, vous prendrez le premier choix ou le deuxième choix de dire que vous voulez travailler en one tier. Donc, soit vous êtes one tier et vous avez votre console cloud et vous gérez vos sites, soit vous êtes en two tier et là, vous êtes dans un espèce de profil de gestionnaire de services de backup et là, vous générez en plus des tenants qui correspondent à des clients différents. Cette console, bien sûr, là, à un moment donné, on va rajouter, si on veut faire du S3, un compte cloud, voilà, Amazon, Wasabi, autres. Je passe. Les entrepôts de backup, bon, on ne va pas s'étaler trop sur la configuration, le temps passe, malheureusement. Vite. Hop. Alors, la philosophie, vous voyez, là, un peu, elle est quand même assez différente de la console classique. Il y a une notion d'étape pour mettre en place sa politique de sauvegarde. Dans UDP, on crée des plans. On crée toujours des plans, d'ailleurs, hein, si on travaille avec la console classique. Des plans de sauvegarde avec des tâches de sauvegarde, de réplication, etc. Là, dans la console cloud, on ne parle pas vraiment de plan, on parle plutôt de policy ou de stratégie. C'est juste une question de terme. De toute façon, à un moment donné, il faut toujours aller définir les sources qu'on veut sauvegarder, où est-ce qu'on veut les sauvegarder, quand, voilà.
Il n'y a pas non plus 36 manières de traiter la sauvegarde. Allez, jetons un œil sur cette console. Alors lui. Alors tiens, j'ai fini l'installation chez moi de la mise à jour de UDP avec la console classique. Je ne sais pas si elle a marché tout de suite parce que j'ai un SQL moi qui est à part. Donc ça, c'est une install classique. Voilà, pour ceux qui ont eu de l'UDP, je crois que c'est à partir de 6.5 update 3, 4, pardon. Mais bon, personne n'a encore normalement, enfin quasiment plus personne n'a encore des UDP 6.5 chez lui. Je suppose, de toute façon, c'est plus supporté la 6.5, entre parenthèses. Donc ceux qui en auraient encore, là, il faut vraiment se mettre à jour. Euh, et, euh, et donc, mettre à jour UDP, voilà, c'est ce que je viens de faire. Moi, je suis parti d'une 7, update 1. Là, il m'a mis une 9, voilà, à jour. Il y aura un update 1 qui est déjà prévu dans les quelques mois qui viennent. Je pense que ça va arriver assez vite. Et je ne sais plus comment je me connecte à cette machine. Donc là, la console, pour ceux qui la connaissent de la version 9 au 8, en gros, on est pile poil pareil. Administrateur. Pof, pof, pof. Je vous laisse deviner le mot de passe. Ouais, d'accord, bravo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus, là. J'avoue que là, j'improvise un peu sur cette partie-là. C'est pas grave, je vous montre par l'autre console. Bref, il y a un truc qui m'échappe là. Euh, Mais bon, c'est pas trop celle-là que je voulais vous montrer, puisque encore une fois, elle est pareille que l'autre, enfin que la version précédente. C'est juste évidemment dans SQL où on a des. Bon, là j'ai dû zapper un truc dans ma mise à jour, j'ai une partie SQL qui est ailleurs. Hop, on passe à la suite. La console cloud, elle. Alors, le côté pas mal aussi d'une console cloud, d'ailleurs, c'est qu'éventuellement, elle dépend moins des aléas, là, tels que je viens d'en avoir un, là, sur la sécurité, sur le fait que il se trouve que je viens de mettre une machine en domaine, etc. Là, quelque part, si vous avez la connexion Internet, à moins qu'on ait nous-mêmes un souci important dans l'hébergement de cette console, je vais te dire, vous avez une bonne garantie de fonctionnement. Donc, comme je le disais, vous récupérez un compte à un moment donné pour vous authentifier, c'est une ligne. Ça passe forcément par ça. Forcément, je dis ça, mais il se trouve que par défaut, c'est activé, mais à ma connaissance, on peut le désactiver, le MFA. Là, il faut juste que je récupère ça sur mon téléphone, 68 900. Voilà, donc là, je suis arrivé sur cette console cloud, alors qui n'est pas très enrichie encore chez moi, dans laquelle on voit en fait qu'il y a. Alors, j'ai récupéré, on m'a migré en fait mon environnement de backup cloud direct dans cette console. J'avais déjà du backup. Côté IDP, j'ai pas fait grand-chose. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Euh, alors, protéger. En gros, on va retrouver les principes, hein, bien sûr, à un moment donné, de dire, bah voilà, j'ai des machines à aller sauvegarder. Donc là, j'ai un certain nombre de choses qui sont déclarées. Donc ça, c'est les machines qui étaient déclarées pour Cloud Direct. Ça, c'est un partage que j'ai déclaré pour un backup avec UDP. UDP, à un moment donné, je ne l'ai pas encore déclaré, mais il faut bien sûr lui définir un serveur de point de récupération, donc le fameux RPS. D'accord? Donc là, vous décidez sur un site. Tiens, je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, vous définissez une machine qui sera la machine chez vous qui va juste avoir le rôle RPS, qui est la machine où vont atterrir vos sauvegardes. Donc ça discute en 1.14, on va privilégier le HTTPS.
Ah oui, là, je vais t'embêter, mince. Alors oui, ça, c'est une petite subtilité. Enfin, bon, vous n'êtes pas censé avoir des mots de passe petits comme moi, mais moi, c'était un aspect pratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je change sur la machine cible. Donc là, je pourrais pas la rajouter, j'avais oublié. On vous demande quand même d'avoir au minimum 4 caractères dans votre mot de passe. Windows, hein, ça, c'est pour rajouter cette machine, il faut que je me connecte à la sécu Windows d'un compte qui soit au moins admin de la machine, pas forcément celui-là, hein. Mais là, effectivement, UDP me demande à ce que j'ai au moins 4 caractères. Donc, on ne rajoutera pas de RPS tout de suite. Donc, une fois que j'ai un RPS, je rajoute un référentiel qui va pointer sur des disques locales ou sur un environnement cloud que j'aurais pu rajouter dans cette console cloud avec tout ce monde-là là, disponible. Ah bah tiens, il faut mettre à jour la presse puisque là, Azure aussi. Et voilà. Donc après, bah, notion de stratégie. Donc là, chez IDP, on parlait de plan. Là, on va parler de stratégie où vous définissez ce que vous souhaitez sauvegarder. Alors oui, ça se présente assez différemment. Bon, on s'y fait assez vite. Et on définit des sources, type de sauvegarde, machine virtuelle, les Linux, les partages, tout ce qui est VM en mode sans agent, etc., etc. Bon, peut-être on fera des webinaires consacrés à la démo de la console à l'occasion. Là, c'est vrai que c'est assez frais. Le produit est sorti la semaine dernière, officiellement. Donc là, bon, l'idée, c'est de parcourir un petit peu les choses de manière générale. Je l'ai évoqué, côté SQL, on a plus de granularité en récupération des bases et surtout des options que propose SQL déjà avec ces outils. Vous savez, quand vous avez du SQL Studio, vous pouvez faire de la sauvegarde d'installation par SQL sur disque. Évidemment, mieux de pouvoir le gérer avec un produit comme UDP. Donc là, après, c'est spécifique à SQL. Donc, tout le monde n'a pas non plus de SQL. Souvent, et je dirais que c'est dommage d'ailleurs, les DBA SQL continuent à utiliser les outils, passent des backups UDP sur les backups SQL, là où finalement UDP peut très bien faire le boulot avec plein d'options de je restaure ailleurs. Là, il y a des options où d'ailleurs il faut être un peu branché SQL pour les connaître. Les notions de file stream, je ne me rappelle plus trop à quoi ça correspond. Les modes de récupération, recovery, non-recovery, tout ça, les gens qui connaissent SQL connaissent ça par cœur. L'autre point, effectivement, qui est important, c'est la récupération à un point dans le temps. C'est-à-dire que si vous sauvegardez vos bases, mettons, je ne sais pas, 3 fois par jour, même si j'ai planté entre 14 heures et je sais pas moi, et 18 heures, et ben, je vais pouvoir restaurer mon backup de 18 heures, mais revenir à un point avant 18 heures, rejouer des logs et choisir un point précis dans le temps qui correspond à un état dans le temps de ma base SQL. Donc ça, on l'avait dans la 8, mais c'était en commande. C'était pas forcément simple. Là, tout ça, ça a été mis dans l'interface graphique. Et là, vous voyez, ça, c'est la console classique du DP. Bon, voilà, quand vous restaurez, l'interface, la console locale n'a pas changé, encore une fois. C'est juste que là, on vous donne des informations sur les tailles des bases. Quand vous avez besoin de restaurer, ça peut être pratique de savoir la taille de l'élément. Et puis, voilà, les différentes options que les gens connaissent dans les outils de backup SQL, le DBC Check, qui est proposé ici, restaure à différents endroits. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut en récupération de SQL. On passe à Oracle aussi, mais là, c'est plutôt une question de support de bases spécifiques Oracle qu'on appelle les PDB, là, les pluggables, et les autres, c'est les bases containers. C'est les containers database. Bon, là aussi, voilà, on est dans un autre monde applicatif, mais qu'on prend en charge avec UDP. Et notamment, oui, là, on parlait tout à l'heure, je disais Solaris, enfin Unix, on n'en voit quasiment plus. Alors ça, c'est a priori, c'est quelque chose qui vient d'une demande, à mon avis, d'un client, je crois d'un des plus gros clients Arserve qu'on ait. Voilà, on parle de clients là, qui sont sur des contrats énormes et qui ont un besoin spécifique de continuer à sauvegarder leur Oracle sur Solaris. Donc, dans le monde, il va pas en avoir des tonnes, mais on a fait le travail d'apporter le support de ça pour ce client-là. Voilà,
Ça ne veut pas dire qu'on fait du développement à la demande, mais en général, c'est pas non plus impossible que des demandes soient prises en charge, des demandes clients se retrouvent intégrées dans une nouvelle version du produit. Expérience utilisateur, stabilité. Effectivement, ça passe par des rapports à ajouter, enfin surtout un rapport à ajouter sur les taux de réussite. Voilà, vous avez vos backups qui s'exécutent, qui des fois peuvent échouer pour X raisons. L'idée, c'est qu'il soit le plus proche de 100% de réussite, bien sûr. Bon, bah, ce taux, on va vous le montrer dans un rapport spécifique. Standby. Donc, ce que j'ai évoqué, donc pas une fonction nouvelle hein, dans UDP, mais qui permet effectivement de prendre un backup et d'en faire une machine virtuelle clone, prête à l'emploi, en stand-by, en attente, prête à utiliser pour du PRA, une reprise ou des tests. Donc ça continue, bien sûr. Et ça évolue. Stand-by, en fait, alors je disais tout à l'heure, on peut en faire une machine virtuelle clone, mais on peut aussi faire une instance cloud. Donc, enfin, c'est aussi une machine virtuelle, mais qui va pouvoir fonctionner et que UDP va pouvoir créer et mettre à jour chez Amazon ou chez Azure. Bon, après, bah, les fournisseurs de cloud, eux, ils ont aussi leur richesse d'environnement, on va dire, leur complexité. Et quand vous créez une VM, une machine virtuelle chez Azure en l'occurrence, comme chez Amazon, il y a tout un catalogue de machines selon la taille que vous voulez, la mémoire, etc. Et puis aussi des notions de génération de machines qui évoluent, bien sûr, leur caractéristique, un peu la plateforme de la machine peut être plus ou moins à jour avec du support, j'imagine, je sais pas, génération 2, on va parler d'équivalent UEFI, je sais pas, de support de certaines caractéristiques qui n'avaient pas forcément sur la génération 1, etc. Donc, UDP peut discuter et peut créer et travailler avec des Gen 2 de VM chez Azure depuis Standby. Quand vous faites une sauvegarde, souvent des fois on est amené à pousser des sauvegardes à la demande selon les besoins. Donc on peut, jusqu'à présent, quand vous poussez une sauvegarde là maintenant, je pouvais cliquer droit et dire tiens, je vais faire une sauvegarde. Et ben c'était une sauvegarde personnalisée. Donc qui rentrait dans un cycle de rétention personnalisé. Aujourd'hui, vous pouvez dire bah non, la sauvegarde que je fais là maintenant à midi, bah, elle va rentrer dans le cycle des quotidiennes ou des hebdos ou des mensuels. Voilà, c'est un moyen d'être un peu plus précis sur quand on fait une sauvegarde comme ça à la demande n'importe quand, de la rattacher à un cycle de rotation plus classique. Bon, il y a des jobs incomplets. Des fois, il y a des gens qui étaient gênés sur le fait que s'il y a des fichiers qui sont manquants, des choses comme ça, le UDP vous disait ah ben non, le job il est pas complet, t'as pas réussi, donc ça faisait un statut un peu orange, pas vert. Et des fois, c'est une erreur où on pouvait se dire bon, celle-là elle est acceptable, donc je préférais avoir un statut vert de mes sauvegardes. Donc ça, vous allez pouvoir le spécifier. Quand UDP remonte des emails et que vous demandez à ce que les rapports vous soient envoyés sur Office 365, bon, bah, vous allez savoir qu'Office 365, Microsoft, a renforcé ces derniers temps beaucoup sa sécurité et ne permet plus à n'importe qui d'envoyer des mails avec les procédures d'authentification classiques. À savoir, en général, on travaille avec l'authentification SMTP jusqu'à présent. Donc, même si vous avez des périphériques chez vous, des imprimantes, je sais pas moi, des outils qui ont vocation à renvoyer des alertes en cas de problème là-dessus, bah, d'ailleurs, ils peuvent être ennuyeux parce que la plupart des outils le font à SMP. Alors, oui, c'est ça. Attends, enfin, avec le protocole classique, c'est pas SNMP, c'est SMP. J'ai un trou, bref. Maintenant, c'est plus accepté par Microsoft, ça. Il faut faire de l'OAuth 2.0. Et donc, on supporte avec UDP9. Alors, il n'y a pas que Microsoft, d'ailleurs, c'est une API d'authentification qui est aussi utilisée chez Google Cloud. Certains backups, notamment ceux justement qu'on fait à la demande et qui atterrissent des fois si on les laisse dans la rétention personnalisée, on ne pouvait pas le mettre à zéro, ça. Donc, si vous faites un test un jour, vous envoyez un backup avant dans les versions précédentes, bah, ce backup-là, en fait, il était toujours gardé. Vous ne pouvez pas le mettre à zéro, sauf par le mettre à jour par un nouveau backup personnalisé. Donc ça pouvait être ennuyant pour ceux qui voulaient récupérer de la place. Donc là, vous allez pouvoir complètement remettre à zéro les compteurs des backups qui auraient atterri qui seraient déclarés comme sauvegarde personnalisée. Donc ça, c'est pas mal.
Bon, le rapport sur l'état, les taux de réussite, donc voilà, c'est un calcul qui est fait au niveau de tous les backups que vous faites sur une période pour vous dire, vous donner une information un petit peu statistique de vos résultats. Mettre à zéro une sauvegarde voilà, en mode, qui était atterrie en mode custom ou personnalisé. C'est possible ici via l'interface très facilement. Les plateformes, j'ai dit, voilà, si vous mettez à jour UDP 9, c'est aussi pour peut-être avoir le support de certains environnements qui eux-mêmes évoluent. Bon, voilà. L'architecture UDP, bah, j'ai envie de dire qu'à part la console cloud qui peut faire qu'on ait une architecture très distribuée avec une partie cloud et une partie sur site, avec juste la partie gestion du stockage en local, bon voilà, on reste sur des choses classiques. Aujourd'hui, l'UDP, on a tendance à le renforcer pour la deuxième copie de sauvegarde avec du stockage immuable OneSafe. Mais là, bon, c'est un autre sujet, qui sont voilà, une gamme complète de stockage immuable en mode objet, sur lequel on pourra y revenir. Donc voilà, ces différentes capacités aujourd'hui d'avoir cette seconde copie de sauvegarde, ça c'est aussi l'intérêt de l'approche UDP, d'être hyper souple sur les possibilités de gérer ça, sans forcément réinstaller des choses. Hein. On peut partir d'un UDP classique, voire même sans rajouter des licences. La partie réplication, export sur bande, envoyer ça ailleurs, reste complètement intégrée de base. Et puis voilà, il est déjà 11 heures passées, mon Dieu, le temps passe. J'arrive à la fin de ma présentation. Je ne vais pas faire à moins d'1 heure, c'est terrible. Je ne sais pas si vous aviez des questions particulières par rapport à